Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec moi et merci d'être avec nous, car aujourd'hui j'accueille quelqu'un dans le podcast Entre Terre et Ciel. J'accueille Ludivine Nadet, qui est auteure et qui écrit des livres de développement personnel. Bonjour Ludivine. Bonjour Adélia. Bonjour Ludivine. Du coup, je suis très heureuse de t'accueillir avec moi aujourd'hui. Tu es la première invitée des sessions d'interview. Je vais en faire plusieurs cette année. Et en fait, je vais essayer de chercher justement à mettre en lumière comment chacun en fait vit sa connexion au subtil à travers ce qu'il fait et à travers des métiers ou à travers une existence tout simplement. Alors, je vais commencer déjà par une première question. Est-ce que tu pourrais me raconter le cheminement qui t'a amené justement à écrire des livres de développement personnel, et puis pourquoi des livres de développement personnel finalement? Alors, j'ai commencé à écrire En fait, j'ai pas vraiment commencé à écrire un livre en tant que tel, j'ai commencé à écrire tout court. Et après, c'est devenu des livres. Mais au final, si j'ai commencé à écrire autour de sujets qu'on apparente au développement personnel, c'est parce que je venais de traverser une épreuve et que je me suis rendu compte que l'écriture me faisait du bien et que j'avais envie de parler de sujets qui me paraissaient euh, pas forcément tabous, mais en tout cas d'en parler à ma manière. Je venais de traverser une épreuve sur une rupture sentimentale où il y avait eu de l'infidélité, etc. Et je me suis dit qu'est-ce que j'aurais aimé entendre, qu'est-ce que j'aurais aimé lire sur le sujet. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me faisait le plus de bien dans cette période-là, c'était tout ce qui prenait l'aspect de témoignage et de partage de tranches de vie, plutôt que, par exemple, les grands podcasts ou les grands livres, les grands ouvrages très scientifiques ou très psychologiques sur la rupture, etc. Ça me parlait pas trop. Par contre, les gens qui partageaient une expérience, ça me faisait du bien parce que j'arrivais à me reconnaître dans ce qu'ils traversaient. Et je me suis dit, j'ai envie d'écrire déjà pour moi, pour me faire du bien, mais aussi peut-être un jour pour partager ce que j'écris. Donc à l'époque, je me disais, pourquoi pas faire un format numérique, faire un e-book, faire quelque chose sous cette forme-là. Parce que peut-être que mon expérience et la manière dont je traverse ma rupture, ça pourra aider les gens à traverser la leur et à sentir un petit peu comme une amie à leur côté avec qui elles peuvent discuter, recueillir des témoignages, une expérience. Donc je l'ai fait au départ plus dans cet objectif-là. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être édité. Donc, ce que j'avais écrit, que je pensais à la base faire sous forme numérique, je me suis dit, pourquoi pas l'envoyer à des maisons d'édition pour voir ce que ça donne. Et il y a une maison d'édition, donc les éditions Grancher, qui ont décidé de publier ces écrits et qui a donné l'ouvrage Une rupture et après, où je raconte comment j'ai surmonté une rupture qui a été assez douloureuse. Donc ça a commencé comme ça. Et ensuite, il y a eu plusieurs opportunités. J'ai écrit autour du tarot de Marseille, où d'ailleurs on a écrit un ouvrage ensemble, nous deux. Voilà. Après, j'ai fait un oracle avec Whitney Agui, qui fait des cercles de femmes à Barcelone. Et ensuite, j'ai commencé à écrire quelque chose de plus romanesque. Et c'est comme ça qu'a débuté l'aventure avec Erol. Ok. Du coup, en fait, quand tu as fait ton premier écrit, donc c'est Une rupture et après, c'est bien ça, ton premier écrit, ton premier ouvrage, tu étais dans quel contexte de vie à ce moment-là? C'était il y a combien de temps?
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours plus d'une manière de toi, comment tu l'as vécu? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui écrivent, qui nous écoutent et qui pourront se dire, bah, peut-être que, on commence comme ça et puis on évolue à travers son écriture. Est-ce que tu as l'impression d'évoluer à travers ton écriture et dans quel état d'esprit tu étais en fait, personnellement, quand tu as écrit ton premier livre? En fait, j'ai l'impression d'évoluer avec mon écriture, mais aussi que mon écriture évolue avec moi. C'est quelque chose qui va dans les deux sens, j'ai l'impression. Quand j'ai commencé à écrire sur la rupture, franchement, j'étais dans dans un état d'esprit qui était très instable. Voilà, je me réveillais avec beaucoup de tristesse, mais en même temps avec la conviction que ça allait aller mieux à un moment donné. Et donc j'étais dans cet entre-deux où franchement voilà, je pleurais quasiment tous les jours. En plus j'avais aussi quitté mon ancien boulot, j'avais quitté mon logement, j'avais changé de continent, j'étais retournée en transit chez ma mère, et j'avais même pas en fait de vraie chambre à moi, de vrai espace de vie qui soit le mien. J'étais vraiment dans une espèce de brouillard d'entre-deux où j'étais vraiment perdue. Et c'est pour ça que je dis que l'écriture m'a fait du bien à ce moment-là, parce que ça m'a aidé à poser les mots sur une sensation de brouillard, une sensation assez floue, et de peut-être avoir un petit peu plus de clarté dans ce processus aussi. Aujourd'hui, j'écris plus dans le même état d'esprit, donc ça c'est chouette. J'écris plus forcément pour mettre de la clarté sur une épreuve ou voilà pour dans un c'est plus vraiment aussi thérapeutique euh, de prime abord, même s'il y a toujours un petit côté thérapeutique dans l'écriture, je pense. Ça a changé, mais c'est vrai que ça a commencé comme ça. Et après, les autres ouvrages, il y a des ouvrages qui se sont faits vraiment dans la joie et le partage, comme toutes les collaborations, la collaboration avec toi sur le Love Tarot, la collaboration avec Whitney pour l'Oracle. Ça, c'est des ouvrages qui se sont faits dans un état d'esprit de camaraderie, de partage, de joie, de travail aussi, parce que il faut vraiment le dire, l'écriture et la production euh, d'un d'un support, soit littéraire, soit de création, en fait, c'est aussi beaucoup de travail. Donc, ça s'est fait dans des états d'esprit différents euh, qui suivent un petit peu mon chemin d'évolution, je pense. Oui. Ok. Euh, du coup, on l'a vu, tu as eu plusieurs ouvrages, donc je pense que tu as eu plusieurs façons de te motiver dans ton écriture, que ce soit à travers les collaborations, là forcément c'est des choses qui sont différentes. L'ouvrage de l'Oracle, c'est quelque chose qui est différent aussi. Je vais un petit peu plus me focaliser sur tes romans, puisque c'est ce sur quoi tu travailles à pratiquement 100% dans ta vie. Euh, du coup, quand tu vas écrire ces romans-là, donc là, tu en as écrit combien des romans? Tu en as deux qui sont publiés, c'est ça? C'est ça, et je suis en train d'écrire le troisième là. Tu es en train d'écrire le troisième. Du coup, quelle est ta motivation en fait dans ton écriture? Qu'est-ce qui te transporte quand tu écris en ce moment? Comment tu arrives à te connecter? Alors, ça peut être aussi bien des choses très factuelles, très matérielles, c'est-à-dire, je sais pas, des timings, des manières dont tu écris, des lieux dans lesquels tu écris. Et puis aussi, plus, on va dire, subtilement, à quoi tu te connectes, tu aspires, en fait, d'où provient ton inspiration quand tu écris? Alors, vaste question. Très vaste question. Je vais essayer de compartimenter pour pas faire un très long monologue. On est là pour les longs monologues. Alors, la motivation quand j'écris, je pense que ça n'a pas trop changé par rapport au premier texte que j'ai pu écrire. Ça a été, c'est toujours dans une ambition de partage d'une expérience en fait, de partage de choses que je trouve belles et d'une forme d'optimisme aussi face à la vie, aux gens, aux rencontres. Et donc j'adore partager tout ça en fait. Donc comme je disais dans les premiers textes que j'ai écrits, je voulais partager mon cheminement par rapport à surmonter une rupture amoureuse. Et après, quand j'ai commencé à écrire des romans, j'ai eu la motivation, avec Profit du chemin, de partager autour de la Guyane et autour d'un territoire qui a complètement bouleversé ma vie, que j'ai trouvé magnifique,
qui est voilà un territoire situé en Amérique du Sud entre le Brésil et le Suriname. Et j'ai vécu des expériences de vie tellement transformatrices dans ce petit coin du monde que j'ai eu à cœur de partager ce que j'avais vécu, les aventures en forêt, les gens que j'avais rencontrés, ma vision de la Guyane aussi, très modestement, parce que je trouvais qu'on en parlait souvent de manière très négative, en parlant de l'humidité, du climat, de la drogue, de la violence, de la forêt qui est hostile, etc. Je trouvais que ça lui rendait pas vraiment justice parce que j'y ai vu tellement de beauté, tellement de lumière que j'ai eu envie de dire un petit peu comment, voilà, de transmettre comment je voyais la Guyane et ce que j'y avais vécu. Ensuite, j'ai écrit sur mon expérience de vie en Espagne. Et donc, je me suis inspirée des questionnements qui m'ont traversée pendant, pendant cette expérience-là. Donc, une expérience par rapport aux racines, une réflexion par rapport à qu'est-ce que ça veut dire trouver sa place. Est-ce que trouver sa place, c'est un pays? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est une personne avec laquelle on se sent bien? Donc, j'ai exploré toutes ces thématiques-là dans mon deuxième roman, Le Rendez-vous des âmes égarées. Et là, je peux pas dire sur quoi j'écris, c'est un secret. On n'en dira pas plus. Voilà, j'écris sur encore une autre thématique. Et à chaque fois, c'est des thématiques qui me, voilà, qui m'intéressent parce que je suis en train de les vivre, de les expérimenter et que j'ai envie de partager ça, quoi. Est-ce que tu penses du coup que tu t'inspires de ce que tu vis ou que tu crées une vie en rapport avec tes romans? Du coup, ça serait quoi en fait là? Mais tu sais, le parallèle qui me vient quand tu me poses cette question, c'est que pour moi, c'est le même fonctionnement qu'avec un tirage de cartes quand on tire les tarots. C'est qu'en fait, on te dit souvent, mais est-ce que t'es pas un peu conditionné quand on te fait une lecture de tarot, etc. Et en fait, est-ce que, enfin, tu vois, c'est un petit peu la même chose que je ressens. Je ne savais pas vraiment l'expliquer, mais c'est ça C'est qui pour m'est ça que venu je te en pose la premier. question, hein. C'est en fait, ta question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un peu d'autoprédiction dans l'écriture, quoi? Est-ce que quand tu écris, tu vas pas te conditionner à vivre certaines situations, soit en même temps de manière synchrone, soit après? Et ben peut-être que si, mais ça va dans les deux sens en fait. C'est très bizarre ma réponse. Je sais pas si Non, c'est très mais clair, mais je pense que je te suis tout à fait, puis c'est un peu ce que je vois aussi. Dans le sens où, si tu veux, c'est un peu comme les intentions, c'est-à-dire que ton roman, si tu veux, ton deuxième roman, Le Rendez-vous des âmes égarées, peut-être tu nous raconteras des anecdotes après là-dessus plus tard, je sais pas, mais c'est comme si aussi tu fais face à peut-être quelque chose en toi que tu vas exprimer, et puis finalement, comme tu vas focaliser ton intention là-dessus, et puis ton énergie là-dessus, finalement, tu vas finir par résoudre en toi ce que tu es en train d'écrire aussi, tu vois. ouais, Euh, c'est ça, ça. En fait, ça ouvre des portes. Ça, en fait, c'est comme si ça te donnait des indices sur ce que tu avais encore à explorer et la direction que tu pouvais prendre parmi tous les possibles qui existent pour explorer ce que tu as exploré. Euh, c'est assez mystérieux en fait, et je pense que c'est impossible d'avoir une réponse qui soit une vérité absolue ou quelque chose de très figé, très rigide, parce que ça dépend des livres, ça dépend de l'état d'esprit, etc. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une énorme perméabilité entre l'acte d'écrire et l'expérience. Surtout peut-être, je sais pas pour les autres écrivains, mais en tout cas surtout pour moi, il y a une grosse perméabilité entre ce que je vis, ce que je traverse, ce que j'expérimente et ce que j'écris. Et je pense que l'écriture peut être autant le résultat d'expérience que une porte vers une nouvelle expérience. Je pense que c'est plus clair comme ça. Je t'ai suivi, j'espère que tout le monde nous suit aussi. En tout cas, je t'ai suivi. Du coup, ça va embrayer sur une question un peu mystique que je vais te poser, mais que moi me J'adore le mystique passionne. avec toi. Ah bah oui, de toute façon, hein. Tu sais à quoi t'attendre Allons avec dans le moi. mystique. Du coup, à ton avis, d'après toi, quand tu écris, à quoi tu te connectes? Je pense que je me connecte à des souvenirs qui sont pas conscients et en fait,
quand on pense à des souvenirs, on pense à des choses qui nous sont arrivées quand on a peut-être, allez, pour les plus vieux souvenirs, j'en sais rien, 8 ans, 9 ans, etc. Mais je pense que quand on écrit, parce que on n'est pas dans l'effort d'aller chercher un souvenir, eh bien, en fait, le souvenir vient sans qu'on aille vraiment faire l'effort de le chercher. Et donc, on peut aller beaucoup plus loin dans ce qui est engrammé à l'intérieur de nous. On va chercher tout ce qui a composé notre passé, nos expériences précédentes, notre évolution, même bien plus loin que ce que notre conscient peut aller chercher. Et donc, pourquoi je te raconte ça? Parce que, on en viendra après sur les expériences un peu étranges qui me sont arrivées pendant l'écriture. Mais parfois, je me rends compte que je me relie à des choses que je suis pas censée devoir connaître, des informations que j'ai, je suis pas censée je suis pas censée les avoir si on parle de manière complètement rationnelle et lucide. Mais c'est des informations qui sont là et qui sont parfois assez bluffantes, assez troublantes. Donc, je pense qu'il y a une forme de, dans le jeu, la création et le non-effort, le fait d'aller chercher inconsciemment des choses qui sont déjà là, mais dont on n'est pas vraiment conscient de leur existence, quoi. Ensuite, je me connecte à mon imagination, de manière beaucoup plus rationnelle, toutes les recherches que je fais aussi quand j'écris sur un sujet. Je me connecte beaucoup à l'énergie des autres et aux rencontres que je fais. C'est vraiment un jour, je sais plus quel auteur a dit ça dans un podcast. Enfin, c'est vraiment, mais je me suis beaucoup reconnue dans ce que cette personne avait dit. Elle disait que quand on écrit, les écrivains sont les plus grands pilleurs de vie qui existent parce que on vient prendre dans la vie des autres des choses qui sont utiles à ce qu'on veut raconter. Et donc, par exemple, dans le Rendez-vous des âmes égarées, mon dernier roman, je prends vraiment une discussion que j'ai eue avec ma petite sœur, que je transforme et que je transpose dans le roman. Et c'était quelque chose de tellement intime, en fait, cette discussion, que là, par exemple, dans ces cas-là, vraiment, quand c'est vraiment des expressions ou des moments de vie qui sont un petit peu dérobés et que la personne va se reconnaître dans ce qu'elle va lire de mon roman, j'ai envoyé un message, par exemple, à ma sœur en me disant j'avais l'intention d'écrire ça dans mon roman, je lui montre un peu, est-ce que toi, tu es d'accord pour que ça apparaisse? Parce que je me dis, voilà, c'est quelque chose qui lui appartient, qui est vraiment très intime, et je me vois pas l'utiliser sans lui en parler. Donc, il s'avère que là, elle était tout à fait ravie que je m'en inspire. Mais après, c'est des choses plus subtiles. Par exemple, je vais faire une rencontre. Il y a une personne, qui va traverser ma vie de manière assez éphémère. Par exemple, je sais pas, pour peut-être trois rencontres, trois rendez-vous, quelques semaines, quelques mois. Et en fait, de cette personne, je vais tirer une histoire que je vais un peu travestir, mais parce que cette personne m'aura suscité une inspiration. Par exemple, Thiago dans dans Profite du chemin, c'est la personne a existé, mais l'histoire n'a pas existé comme dans Profite du chemin. Et c'est une personne qui m'a inspiré l'histoire après. Et voilà, donc c'est rigolo. Et il n'y a que toi qui détiens les clés finalement. Exactement. Cool avec les romans, c'est qu'en fait, la fiction, c'est très libérateur. Parce que contrairement à un livre de développement personnel ou quelque chose de très... un roman, c'est pas vraiment un témoignage, il y a de la fiction dedans. Donc, comme le lecteur ne sait jamais ce qui est de l'ordre de la fiction ou de l'expérience vécue ou du réel, on peut se permettre de raconter des choses qui se sont vraiment passées ou des choses qu'on a vraiment ressenties parce que de toute façon, le lecteur saura jamais. Et c'est ça aussi qui donne, je pense, une dimension un petit peu plus authentique et un peu plus de vérité dans les écrits romanesques. C'est qu'on s'autorise à dire des choses qu'on n'aurait peut-être pas dit si ça avait été sous une autre forme que la forme du roman et de la fiction. Justement, ça embraye sur une autre question. Est-ce que donc, tes romans, quand même, sont particulièrement aimés? Tu as des très, très beaux retours qui sont vraiment exceptionnels. J'invite tout le monde à aller lire ces romans, bien sûr. On vous les redonnera à la fin de l'épisode. Est-ce que tu penses justement que les gens qui te lisent ressentent cette vibration que tu as mis, en fait? Parce que la vibration de l'expérience qui a déjà été vécue
de l'émotion qui a déjà été ressentie, c'est pas la même que peut-être quelque chose qui provient de quelque chose complètement d'irréel. Est-ce que tu penses que les gens ressentent ça quand ils lisent tes romans? J'espère. J'espère qu'ils ressentent la sincérité, l'authenticité que j'ai voulu y mettre, toutes les émotions que j'ai voulu communiquer. Je pense que oui, parce que par exemple, pour ce qui est de Profil du chemin, j'ai eu beaucoup de retours sur ben, j'avais l'impression d'être en Guyane, j'ai vraiment voyagé, j'étais dans la forêt avec Lou, la protagoniste, euh, et vraiment cette sororité qu'il y a au niveau de leur colocation avec Lou et ses deux amis, j'avais l'impression d'être avec elle, euh, et euh, et donc, c'était vraiment mon intention de départ quand j'ai écrit Profite du chemin. Je voulais, comme je te le disais au départ, communiquer autour de la Guyane et je voulais faire voyager les gens en Guyane et qu'ils aient l'impression d'avoir pris leur billet depuis leur canapé. Et ça, je pense que c'est un pari réussi puisque c'est la majorité des retours que j'ai eus sur Profite du chemin, c'est j'ai vraiment voyagé en Guyane. Et ensuite, sur le rendez-vous des âmes égarées, là récemment, j'ai eu un retour d'une lectrice qui me disait, quand j'ai fermé le livre, j'ai eu l'impression d'avoir quitté des proches. Et ça aussi, ça m'a vraiment touchée parce que ce qui a animé, le rendez-vous des âmes égarées, c'est aussi cette volonté de montrer euh, comment les liens qu'on crée peuvent nous aider à grandir de nos épreuves et de nos propres réflexions. Et comment quand on rencontre quelqu'un, on peut aussi rencontrer quelqu'un qui traverse les mêmes, entre guillemets, les mêmes zones d'ombre, les mêmes questionnements que nous. Et ces questionnements vont résonner avec les nôtres. Et du coup, on va grandir ensemble de cette relation qui se crée. Et voilà. Et puis après, il y a toujours un peu la volonté aussi de faire voyager avec le deuxième roman, puisque ça se passe en Espagne. Et là aussi, je crois que c'est un pari qui a été plutôt réussi. Donc, je crois que oui, je crois que l'intention émotionnelle que je place au départ d'un mes romans, elle est plutôt bien accueillie et voilà, bien ressentie par le lectorat. Du coup, en fait, tu fais beaucoup de recherches historiques, etc. Ça se ressent beaucoup dans tes livres que c'est très pointu, en fait, même quand on ne connaît pas le sujet, quand on est vraiment immergé, je trouve, hein, pour avoir lu tes romans, dans vraiment la temporalité qui correspond, dans la langue aussi du pays. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de recherches et tu plantes un décor, c'est vraiment très bien fait. Est-ce que tu ressens peut-être la différence quand tu te connectes justement à des savoirs que toi-même, tu as fait tes recherches en fait pour pouvoir les mettre dans le livre, et quand tu te connectes à des choses où tu sais pas vraiment l'histoire, tu sais pas vraiment à quoi tu te connectes, mais tu sens en fait qu'il y a une inspiration qui descend. Tu sais, ces moments en fait de flow. Est-ce que tu les ressens toi dans ton écriture? Ah, complètement. C'est une écriture qui est complètement différente d'ailleurs. C'est dur à expliquer, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui font partie de l'inconscient collectif Mhm. dont j'hérite, mais sans être vraiment conscient que j'en hérite. Par exemple, j'ai eu un truc. Alors après, bon, selon comment on écoute ce podcast, on pourra se dire c'est du hasard, ou on pourra se dire bah c'est de l'inconscient collectif. Ça dépend de nos croyances à la base. Et moi, je te dis juste comment je le ressens et ma lecture à moi de ce qui se passe pendant que j'écris. Mais par exemple, pendant le rendez-vous des âmes égarées, à un moment donné, dans le roman, j'écris une scène de la protagoniste qui regarde des hommes s'amuser euh, euh, au bord d'un fleuve elle les jalouse un peu en se disant ah ben moi aussi j'aimerais bien pouvoir jouer dans l'eau, pouvoir avoir cette liberté là, ne pas avoir voilà tous ces vêtements qui m'encombrent, il fait chaud, j'ai envie moi aussi de m'amuser et euh, et donc j'écris une scène où voilà elle regarde ces hommes-là en les jalousant un peu et en se disant ah, moi aussi j'aimerais bien pouvoir me baigner avec cette chaleur. Et, euh, et en fait, après, je suis tombée sur un film, je crois, de Almodovar. Et il y avait quasiment
la même scène, c'est-à-dire que c'était une actrice qui était en train de regarder des hommes en train de se laver en Espagne au bord d'un fleuve, de s'amuser entre eux, etc. Et elle disait ah là là, il fait tellement chaud, moi aussi j'aimerais pouvoir faire comme eux. Et donc c'était très rigolo parce que je me suis dit Oui, cette scène, je l'ai inventée et c'était en plus à la même époque, hein, au début du XXe siècle, etc. Et ce film, je l'ai jamais vu. Et je me suis dit, limite, on pourrait croire que j'ai copié la scène et que j'ai fait du plagiat parce que franchement, c'était très ressemblant. J'ai plus tous les détails en tête, mais mais on aurait pu croire que j'avais vu ce film et que du coup, j'avais repris la scène, alors que ce film, je l'ai jamais vu. Et donc, c'est rigolo. Ça fait partie, je pense, incroyable. d'un inconscient collectif dans lequel on s'inspire et on puise sans vraiment s'en rendre compte, quoi. Oui, tout à fait. Bah, il y en a qui parleraient de d'égrégore ou de voilà ou d'inconscient ou de tout ce qui est en fait dans l'invisible et sur lequel on peut se brancher finalement. Et c'est assez souvent que j'ai lu d'ailleurs des romans où après l'auteur ou l'autrice écrit que bah, finalement elle s'est inspirée et puis elle s'est rendue compte que la rue existait Ouais. vraiment, qu'une Mm, dame d'un certain âge habitait vraiment dans cette rue-là. Et en mm. fait, du coup, c'est pour ça aussi que je te posais la question. C'est bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse parce qu'on peut pas vraiment savoir, mais en tout cas, on se connecte à quelque chose d'invisible. Je pense quand on est dans le flow. Et est-ce que c'est la mémoire de quelqu'un qui nous transmet quelque chose? Est-ce que c'est le vécu de quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a cette mémoire-là, à qui on se connecte? En fait, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, il y a quelque chose de magique quand même dans cette anecdote. Est-ce que tu en aurais d'autres? Ouais, et en fait, il y a d'autres trucs aussi. Alors là, ça me concerne pas directement. C'est plus une réflexion que je me suis fait à un moment donné sur l'écriture en général et les gens qui utilisent l'art, entre guillemets, pour aller explorer ce qu'ils ont envie d'explorer. Et je me dis, des fois, en fait, c'est comme s'il y avait aussi des lignes temporelles dans lesquelles les gens ont envie de s'engouffrer pour parler d'un sujet. Parce que, par exemple, quand j'ai écrit sur le rendez-vous des âmes égarées, on m'a dit ah bah c'est vachement à la mode cette thématique d'aller explorer ses racines, c'est vachement à la mode cette thématique de transgénérationnel, etc. C'est à la mode de faire. En fait, quand on écrit, on se dit pas c'est à la mode, je vais le faire. C'est juste qu'on ressent quelque chose qui nous donne envie d'aller écrire sur ça. Et du coup, ça, c'est pas que sur cette thématique. Il y a plein de fois où je me suis dit, bah c'est rigolo parce que ce livre-là que je viens de lire, il me fait penser à cet autre livre qui a été écrit au même moment. Parfois, il y a même des titres de livres qui se ressemblent et on pourrait se dire un tel a copié sur un tel, etc. Alors que je pense vraiment que c'est pas ça du tout, que c'est pas on copie, on fait un truc à la mode, etc. Mais que il y a une temporalité, quelque chose dans l'air qui fait que les artistes ou les gens en général, même pas que les artistes, les gens en général se posent une question sur cette thématique-là parce que ça fait partie ben je sais pas, de ce que peut-être collectivement on a exploré aussi à ce moment-là. Après, De comme je disais au l'inconscient départ, collectif. voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Je peux me Mhm. tromper évidemment, mais euh, mais je pense que ça va au-delà d'un effet de mode. C'est vraiment quelque chose où peut-être, allez, allons dans le mystique, collectivement, on est appelé à travailler sur cette thématique-là. Non, on va pas dans le mystique pour moi. Là, on est dans le thème du podcast, là. Et je pense que les gens qui nous écoutent sont aussi branchés là-dessus, hein, finalement. Mais oui, moi, je partage cet avis-là, effectivement. De toute façon, c'est dans l'air parce que forcément, plus il y a de pensée, parce que la pensée, tout ce qui est dans l'invisible, en fait, est créé par l'être humain aussi. Et inversement, et c'est dans l'invisible, et on peut puiser dedans aussi. Donc, il y a des millions de personnes qui ont à travailler cette thématique-là, forcément, dans l'invisible, ça se ressent aussi. Enfin, Et ce que je trouve super beau, c'est que on va peut-être travailler la même thématique, mais on va le faire chacun, chacune avec une identité qui est différente. tout à fait. Et c'est ça aussi qui fait bah, le grand tableau composé par les êtres humains, c'est que l'on va tous peindre le tableau avec notre petite touche. Et au final, c'est ça qui va faire en sorte que ce soit un tableau qui soit harmonieux. Et on peut lire 5 livres sur le même sujet. Ce sera 5 livres différents, même si c'est le même thème.
parce que la sensibilité de la personne qui l'a écrit, ben ce sera une sensibilité qui est différente en fait. Et c'est ça qui est chouette aussi avec la littérature et l'art en général, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Euh, Il y a voilà des auteurs qui écrivent et des autrices qui écrivent avec une expérience, une sensibilité différente. Et c'est chouette, tout le monde peut se retrouver en fait dans les histoires qui existent. Ouais, exactement. Est-ce que du coup, tu aurais des anecdotes encore plus mystiques que tu voudrais nous partager? Ouais, franchement, j'en ai une. Allez, vas-y, Celle-là, lâche-toi, lâche-toi, Ludivine. elle est folle. Lâche-toi. Non, mais franchement, cette anecdote, je la raconte même quand je fais des ateliers autour de mes livres. Quand j'ai fait ma soirée de lancement pour le rendez-vous des âmes égarées, j'en ai parlé aussi parce que je trouve que cette anecdote, elle était trop cool, quoi. En fait, je venais juste de commencer à écrire le rendez-vous des âmes égarées. Enfin, je commençais juste à écrire le manuscrit. Vraiment, j'étais aux prémices du roman. Et comme j'avais déjà en tête cette histoire sur 2 temporalités. Donc, pour expliquer un peu dans le rendez-vous des âmes égarées, il y a un chapitre sur 2 qui se passe dans les années 30 à Séville et un chapitre sur 2 qui se passe de nos jours à Barcelone. Et en fait, je me suis dit, ben, pour bien m'immerger dans le personnage et pour bien avoir en tête le fil de mon histoire, et aussi pour un souci de cohérence, parce qu'on a vite fait de se perdre dans sa propre histoire, j'ai construit l'arbre généalogique de la protagoniste. Donc la protagoniste, elle s'appelle Alma, elle a une trentaine d'années, dans les années 2020, elle vit plus ou moins en France, et j'ai remonté son arbre généalogique de manière complètement fictive. J'étais dans un bar à Barcelone avec mon petit verre de vin et puis je m'amusais à inventer de toutes pièces son arbre généalogique. Donc j'ai remonté ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, etc. Je continue à écrire un petit peu. Un mois passe et je vais chez ma mère. Et je lui dis un petit peu la thématique de mon nouveau roman et je lui dis que ben ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus sur ma propre famille parce que ben du coup ça me donne envie d'explorer moi aussi cette thématique du transgénérationnel, des mémoires, des racines, etc. Et elle me dit bah si tu veux, j'ai ta tante qui a un classeur où elle a plein de documents généalogiques sur notre famille qu'elle a récupéré d'une vieille tante en Espagne, avec qui elle a fait de la correspondance pendant plusieurs mois, plusieurs années, et elle a tout consigné dans un classeur. Et elle me dit, ben, si tu veux, je l'appelle, elle vient te déposer le classeur, parce qu'elle habitait à côté de chez ma mère. Et donc, ma tante arrive, elle me donne le classeur, que évidemment, je n'avais jamais eu entre les mains avant. Vraiment, c'était trop intéressant. Et déjà, petit clin d'œil, même si ça, bon, c'est pas le plus gros de l'histoire, mais sur le classeur, il y avait un gros A en lettres dorées, en sachant que ben, mon personnage s'appelle Alma, donc j'ai trouvé ça rigolo déjà. C'est joli comme petit clin d'œil. Exactement. Enfin, en tout cas, je l'interprète comme ça. Je trouve ça chouette. Et parmi tous ces documents, il y avait un arbre généalogique de la généalogie du côté de ma mère. Et j'ouvre l'arbre généalogique et je me rends compte que au début du 20e siècle, donc dans les années 1900, il y avait un couple de mes arrière-grands-parents qui s'appelaient Isabelle et Antonio. Isabelle, Isabel et Antonio, et qui avaient ce couple-là qui existait. Et en fait, c'est les noms des personnages que j'ai créés de toutes pièces pour mon roman quand j'ai remonté mon arbre généalogique. Le couple que j'ai formé, qui étaient les parents de la protagoniste des années 30, donc le couple qui était ensemble au début du XXe siècle, s'appelle dans mon roman Isabelle et Antonio, le même couple, les mêmes noms que j'ai découvert ensuite dans mon arbre généalogique. Donc ça, c'est quand même assez bluffant. Ben, c'est fou. Et en plus de ça, dans mon roman, la protagoniste des années 30 s'appelle Margarita Fuentes. Et quand j'ai ouvert l'arbre généalogique, j'ai vu aussi
que ce couple Isabelle et Antonio habitait dans un coin, dans une région qui s'appelait Fuente de je ne sais plus quoi. Donc vraiment, je me dis, Incroyable. j'ai formé le même couple et à peu de choses près le même nom de famille que le lieu dans lequel ils habitaient. Donc on peut certes dire que c'est du hasard. Après, je trouve que c'est un hasard assez énorme quand même. Le Parce qu'il hasard s'agit pas n'existe pas. seulement, il s'agit pas seulement d'un nom. Donc Antonio, certes, c'est plutôt connu en Espagne. Isabelle, ça peut l'être aussi, mais d'avoir formé le même couple à la même époque, avec en plus cette référence au lieu où ils habitaient, je me dis c'est quand même hyper bluffant pour dire. Enfin, je l'ai même. Ma mère avait lu mon chapitre en fait avant qu'on ait cet arbre généalogique entre les mains. Et Oui. du coup, elle savait que le couple s'appelait Isabelle et Antonio dans mon roman. Et moi, j'avais presque les larmes aux yeux, hein, pour te dire, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça tellement beau. Et, euh, et donc, je lui ai montré. Et ma mère, elle m'a dit, mais c'est trop bizarre, ça me fait trop bizarre. Elle était mais complètement choquée de Oui. voir que j'avais récupéré les mêmes noms sans le savoir. Et Surtout que c'est vos racines à toutes les deux, finalement. ouais, c'est Mm. ça, c'est la lignée de ma mère. Donc, c'était très émouvant. Et en plus, c'est aussi le sentiment, après que j'ai ressenti suite à cette expérience, c'est que j'ai vraiment eu l'impression, d'une part, qu'on me disait, qu'on me soutenait dans l'écriture de cette histoire, qu'on Oui. me disait, vas-y, on t'encourage, en fait, on te soutient dans l'écriture de cette histoire. J'ai eu l'impression aussi d'être d'une forme de réhabilitation dans ma propre lignée, moi qui a toujours eu l'impression de pas vraiment trouver ma place dans ma famille, et qu'on me disait, ben tu vois, tu fais partie de notre lignée, tu fais partie de nous, etc. Rien que de t'en parler, je suis hyper émue. Et après, quand le manuscrit a été finalisé, que j'ai reçu ce qu'on appelle les premières épreuves, j'ai passé ma journée à pleurer, mais c'était pas des larmes de tristesse, pas du tout, du tout. C'était vraiment des larmes comme s'il y avait De libération. un poids qui Mm. se libérait de mes épaules et quelque chose qui s'allégeait en moi et presque un sentiment du devoir accompli, quoi, tu vois. C'est assez incroyable ton histoire. Et ce qui est incroyable aussi, alors moi, avec mon regard, bien évidemment, je vais pas te dire que c'est du hasard, hein. Après, est-ce qu'on connecte à vraiment l'âme des défunts qui veulent passer un message, qui veulent transmettre quelque chose, qui veulent t'aider dans cette vie, ou est-ce qu'on se connecte à une énergie du subtil qui est déjà présente dans une ligne de temps, qui nous aide dans cet instant présent? On pourra jamais le savoir. Par contre, je pense que effectivement, pour que tu ressentes tout ça, c'est qu'effectivement, tu as libéré quelque chose dans ta lignée, tu as libéré quelque chose en toi, qui toi te permet aussi d'avancer. C'était aussi pour ça ma question de finalement, c'était un peu la question de l'œuf ou la poule, tu vois, de ton roman. Est-ce que tu t'inspires de ta vie ou est-ce que ou inversement, tu vois, bah, tu réponds un peu à la question. C'est un peu à double sens finalement Ouais, avec cette anecdote. non, c'est vrai. C'est une anecdote qui m'a marquée et je pense qu'il me marquera longtemps parce que Elle est puissante, ouais. Elle est ouais, puissante. c'était vraiment fou et je sais pas, il s'est passé un truc, tu vois. Ouais, t'es plus tout à fait la même maintenant. Ouais, ça a changé un truc et même l'écriture de ce roman en tant que tel, je trouve qu'il m'a rapproché de ma mère, de ma famille. Vraiment, ça a joué un rôle dans ma vie, l'écriture de ce roman. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup dit aussi, j'espère que les gens qui vont lire le Rendez-vous des âmes égarées et qui ont peut-être aussi ce besoin de reconnexion à leur lignée, de revisite de leurs racines et voilà, de tout ça, ben, j'espère que ce que j'ai ressenti, peut-être ils vont le ressentir un peu aussi, tu vois. Forcément. Forcément, c'est dans l'énergie. Et c'est aussi pour ça, des fois, que un roman prend vie d'une certaine manière à travers les lecteurs. C'est qu'il y a une vibration derrière. Et quand elle a fait bouger une vibration, la vibration de quelqu'un comme l'auteur, ça se Mm. ressent forcément après dans la lecture. En tout cas, moi, je l'ai ressenti dans ta lecture, dans la lecture de ton Ouais, livre. puis je pense qu'on lit toujours un livre enfin, pas toujours, mais on lit souvent un livre au bon moment. Et Oui. quand ça nous émeut, c'est parce que je pense qu'on l'a lu au bon moment aussi. Il y a des livres qui m'ont ému aux larmes et pour en avoir discuté avec certaines autres personnes, on m'a dit, ben, ouais, sans plus, quoi, tu vois. Et pourtant, Mhm. moi, quand je l'ai lu, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais pourquoi? Parce que je pense que ça venait peut-être que
peut-être justement que j'ai ressenti l'énergie de l'auteur à ce moment-là qu'il a écrit parce que j'avais besoin de ressentir que cette connexion se fasse. Alors, pour conclure du coup cette jolie interview, est-ce que tu pourrais finir par une note où tu nous dirais un petit peu qu'est-ce que tu trouves extraordinaire dans ta vie et puis la vie humaine que tu as choisie aujourd'hui? Alors, ce que je trouve extraordinaire dans ma vie, c'est les rencontres que je fais. Je pense que, comment dire, alors je sais pas si c'est de la chance ou pas, mais même s'il y a des moments où je me sens quand même assez seule où j'aimerais bien être un petit peu plus entourée, etc. Globalement, je rencontre beaucoup les bonnes personnes au bon moment, et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Toutes ces personnes qui croisent mon chemin, qui ont inspiré mes romans, qui m'ont tendu la main quand j'en avais besoin. Enfin, dans mon parcours d'autrice, j'ai rencontré tellement de personnes qui m'ont aidée que je suis forcément pleine de gratitude en fait. Parce que toi, par exemple, c'est un bel exemple. Franchement, la rencontre au festival Sister Odinels il y a quelques années, Je me rappelle ça a même été. plus, ça devait être en Ah, 2016. super. Non, mais je m'en rappelle plus de la date. Je me rappelle évidemment de ta rencontre. Mais la date, je crois que c'était en 2016, non? 2017, Ouais, 2018? Je 2016. sais même plus. Je crois que c'est 2018. C'était J'ai... juste avant que je parte en Ah Guyane. oui. Je m'en souviens parce que je t'avais dit je dois partir en Guyane et est-ce que tu penses que ça va être cool pour moi ou pas, tu vois? Et par exemple, la rencontre avec toi, incroyable. Je pense que si tu m'avais pas dit un jour dans une lecture de tarot, continue d'écrire parce que je pense que il y a quelque chose de super beau qui va arriver avec l'écriture, voilà, ce jour-là, je pense que ça a ouvert une porte en moi dans laquelle j'ai eu envie de m'engouffrer parce que d'un coup, je me suis fait confiance, quoi. Et donc voilà, il y a des rencontres comme ça. Bon, la tienne, elle était spéciale, mais il y en a plein des rencontres comme ça euh, où euh, où les gens que j'ai rencontrés sur mon chemin, ils m'ont vraiment aidé. Donc je pense que ça c'est extraordinaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ma vie? La vie, quoi. La vie La en vie, elle-même. De toute façon, tu es une la vie. amoureuse de la vie. On est d'accord. Ouais, je Ouais. suis une amoureuse de la vie et j'ai beaucoup d'imagination aussi Ah bon? et j'ai tendance à beaucoup romancer mon quotidien. Donc forcément, comme je romance un peu mon quotidien, il y a des choses peut-être anodines que moi je trouve extraordinaires. Mais c'est beau de voir la vie comme ça. Peut-être que ça va donner envie à des gens de voir la vie comme ça aussi, en t'écoutant finalement. Peut-être, Merci beaucoup Ludivine. Du coup, avec avant qu'on se plaisir. quitte, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels sont tes romans du moment? Est-ce que tu fais des salons? Est-ce que tu as des choses à nous partager? Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te lire? Alors, vous pouvez me retrouver en ligne ou en librairie. Ouais. Si en librairie c'est pas dispo, vous pouvez commander les romans. Je conseille toujours, si c'est possible, parce que tout le monde n'a pas forcément une librairie à côté de chez soi, mais si c'est possible de soutenir les libraires et d'aller acheter les livres en librairie, c'est toujours chouette. Vous pouvez retrouver Profite du chemin en poche et en grand format, et Le rendez-vous des âmes égarées en grand format aux éditions Erol. Et pour le troisième, ce sera dans un petit moment. Il faudra être patient. Tu sais à peu Et près quand est-ce que ça sera, à peu près? en 2026. 2026. Ok, donc là, tu es Ouais. à fond dans l'écriture, on est d'accord. Là, je suis à fond dans l'écriture. Je suis Dans le à fond, tunnel. dans le tunnel. Bon, on a hâte en tout cas de lire ce troisième roman. Moi, je connais un petit peu, mais je dirais rien non plus. Et puis, merci beaucoup pour ton temps, pour toutes ces anecdotes aussi riches. Je vous remercie vraiment pour votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, eh bien, nous aurons une nouvelle interview. Je vous dis à la semaine prochaine.